Alors, je vais appeler les participants, j'espère qu'ils sont tous là. Donc, Christine Cherbu, Marin Dacos, Evelyne Lost et Serge Abitboul, que je n'avais pas vu encore. Merci. Donc, alors juste, Michael Schell de l'INRA, je suis délégué à la transition numérique et donc je suis à l'origine de cette prospective et je suis content de voir, alors non pas un aboutissement, mais un point d'étape. C'est-à-dire quand j'ai commencé à travailler sur la transition numérique, sur nos domaines, j'ai été assez vite discuter avec notre DRH, parce que l'humain est quand même, on voit bien, on ne parle pas beaucoup de technologie, mais par contre de beaucoup de changements sur le travail et sur l'humain. Et donc il m'a semblé important de discuter avec eux de ça. Et surtout, il nous a paru important, dès les premières discussions, de savoir où on allait aller, voilà, un peu de se projeter sur l'avenir, d'où la naissance de cette prospective. Et quand je disais que ce n'était pas un aboutissement, pas une conclusion, c'est que voilà, maintenant qu'on a toute cette information, c'est là que le travail va aussi commencer. Alors, sur cette table ronde, donc là, on va la structurer en deux temps. Le premier va être plus sur nous aider à approprier les enjeux de cette prospective sur les pratiques de la recherche dans notre domaine, donc de l'agriculture, l'environnement, l'alimentation et la santé animale. Et dans un deuxième temps, de commencer à voir un peu des éléments de stratégie possibles pour quoi faire après et pour anticiper un peu les évolutions. Alors les participants, pour moi de gauche à droite, et pour vous c'est l'inverse. En streaming, je ne sais pas. Donc Evelyne Lost, qui est chercheur INRA, sociologue dans le domaine des sciences techniques et sociétés. Mais après un début de carrière en biologie moléculaire dans l'alimentation, dans la nutrition, et donc un parcours assez riche et une évolution et qui la nourrit sur ces questionnements-là. Et les interrogations actuelles en termes de recherche, c'est beaucoup sur le rôle des lieux intermédiaires, les plateformes virtuelles ou les espaces physiques comme les Fad Labs, les espaces d'innovation. Et aussi, ce sera notre grand témoin du groupe de travail de la prospective parce que elle a participé dans toute cette aventure de 18 mois. À sa droite, Serge Abitboul, directeur de recherche à l'INRIA, qui travaille depuis, je ne vais pas dire très longtemps, depuis un certain temps, sur la gestion des données au sens large, c'est-à-dire de la base de données au début, sur maintenant des aspects plus sémantiques et autres. Mais aussi, depuis de longues années, Serge a à cœur d'expliquer l'informatique et de faire comprendre les questions de société qui se posent à notre temps, qui est le temps des algorithmes, au travers livres, conférences, et aussi un blog que je vous invite à regarder, qui est hébergé par Le Monde, qui s'appelle Binaire, où il y a des témoignages, notamment sur nos domaines scientifiques, qui sont, je trouve, très enrichissants. Et puis, en lien avec cette prospective, vous avez écrit dernièrement un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Bot qui murmure à l'oreille de la vieille dame, et qui est un recueil de nouvelles où est exploré ce qui pourrait être notre vie future avec le numérique. Donc après, nous avons Christine Cherbu, qui a été chercheur en nutrition humaine à différents niveaux, dans différentes organisations, dans le public, dans le privé, et qui a été, après avoir été directrice scientifique alimentation de l'INRA, et maintenant la directrice générale déléguée aux affaires scientifiques, c'est le libellé exact. Et en fait, Christine, parce que l'INRA, dans son dernier document d'orientation, s'est interrogée à la fois sur ses recherches, mais aussi ses objets d'études, comme l'agriculture numérique, sur le food tech, de l'impact un petit peu du numérique sur tout cela, d'où sa présence ici. Au niveau recherche, on a aussi porté un atelier de réflexion prospective sur la biologie et écologie prédictive de l'année dernière. Et on a aussi, en lien avec le numérique, une feuille de route qui se déroule sur la science ouverte. Et enfin, Marin Dacos. Alors, je vais partir de très loin, agrégé d'histoire, ingénieur de recherche au CNRS. En fait, vous êtes impliqué depuis très longtemps aussi, même si vous êtes encore jeune, pour une science plus ouverte, et notamment en créant dès 1999, c'est-à-dire que ça fait quand même 20 ans aujourd'hui, le portail openedition.org qui héberge des journaux de sciences humaines et sociales pour leur permettre un accès large et facilité. Depuis 2 ans, vous êtes conseiller sciences ouvertes au ministère de la Recherche, Enseignement supérieur et Innovation dans le désordre, et l'auteur principal du plan national pour la science ouverte que vous devez tous avoir en tête. Voilà, alors pour initier donc cette première partie,
Donc la première séquence, c'est des échanges sur la perception des résultats de cette prospective, notamment sur ces différents enjeux qui ont été présentés tout à l'heure. Et je commencerai par le plus numérique de vous tous, par Serge Abitboul. Dans vos dernières conférences ou propos, vous avez traité de science questionnée, science renouvelée du fait du numérique. Et quand on a regardé les résultats de cette prospective, quand on a travaillé, un des éléments qui est apparu, c'est une certaine généricité. On se dit, mais on a fait cette prospective en tant qu'INRA, en tant qu'Agrinium, mais ça se trouve, on aurait été l'INSERM, on aurait été la volcanologie, on aurait pu avoir les mêmes résultats. Et donc la question, c'était cette non-spécificité, est-ce qu'elle vous surprend ou pas? Alors c'est une question fermée, mais j'espère une réponse ouverte. Je vais essayer de répondre. D'abord, je voudrais dire que c'est quand même très simple. Vous prenez INRA, vous rajoutez une lettre, le I, informatique, et vous avez INRIA. Donc ça pourrait presque être la fin de ma réponse. Non, c'est vrai que chaque chercheur, chaque domaine, d'une certaine façon, mais c'est aussi vrai dans les entreprises, confronté au monde numérique, a l'impression de découvrir un nouveau monde et d'être tout seul dans ce cas-là. Or, en fait, quand on regarde un petit peu, alors c'est un peu mon rôle, vous avez parlé tout à l'heure de Binaire. Une des choses qu'on a faites dans Binaire, c'est une série d'entretiens où on interroge des chercheurs dans tous les domaines qu'on imagine, en géographie, en histoire, etc. Et on leur demande en quoi le numérique transforme leur métier, le journalisme, enfin ce que vous voulez. Et on s'aperçoit qu'il y a une grande uniformité, c'est-à-dire qu'on retrouve, alors évidemment, on fait pas on n'utilise pas l'informatique pareil en biologie qu'en géographie, mais on l'utilise dans les deux cas, et finalement, on l'utilise souvent quand même assez de la même façon, et même des fois avec les mêmes algorithmes. Alors, comment on peut voir ça? On peut voir ça en deux temps. Ce que tout le monde reconnaît, c'est l'utilisation d'outils numériques, d'outils informatiques. Alors ça va vite. Comme dans votre vie non professionnelle, on utilise des outils numériques, ne serait-ce que pour éditer en commun des articles scientifiques ou faire du Skype avec vos collègues. Oui, mais ça, c'est le haut de l'iceberg. La façon dont ça transforme de façon plus fondamentale toutes les disciplines scientifiques, c'est une transformation de la façon de faire de la recherche. Alors, vous allez me dire, au début, moi j'étais informaticien, la pensée algorithmique transforme la recherche, ça me faisait bien plaisir. En fait, j'y suis pour rien, mais c'est vrai qu'on retrouve ça de façon systématique dans plein de sciences, c'est-à-dire qu'on pense différemment. Notamment, on pense à des questions beaucoup plus complexes que celles qu'on étudiait il y a un siècle. Parce que, justement, les outils informatiques nous permettent de regarder les problèmes dans plus de complexité, de se mettre à plusieurs pour les résoudre. L'étude du climat, l'étude du climat aujourd'hui, ça fait appel à des techniques qui n'étaient pas envisageables il y a un siècle, parce qu'on a des ordinateurs qui permettent de recueillir des données de façon massive et de faire des simulations. Donc là, j'ai utilisé déjà les deux mots qui sont analyse de données massives et simulation. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les sciences, sciences dures, sciences humaines, etc. Et c'est ce qui transforme véritablement le boulot, qui transforme, encore une fois, pas seulement la façon de travailler, mais les questions qu'on pose, la façon dont on les approche, c'est fondamentalement différent. D'accord ? Alors, le deuxième point que je voulais soulever, et je m'arrêterai là, parce que c'est la question que vous m'avez posée, c'est d'un point de vue formation. Alors, vous l'avez dit, je suis plus très jeune, donc j'ai vu un début où les gens des autres sciences venaient nous chercher en nous disant moi j'ai super problème parce que j'ai tant de données puis j'arrive pas à gérer, est-ce que tu pourrais venir nous aider? Je travaille dans les bases de données, je vous raconte pas le nombre de fois on est venu me poser ce genre de questions. La réponse, c'est pas à nous de le faire. Et c'est pas comme ça que ça marche le mieux. Alors je vais vous donner un exemple qui est moins personnel, en discutant avec des géographes. Donc les géographes, une prof de géographie qui me disait qu'au début, elle collaborait avec des informaticiens, elle leur donnait leur modèle, alors ils faisaient des modèles d'évaluation de population, l'informaticien codait ça, puis après il se retrouvait, il regardait les résultats, ça lui plaisait pas, on changeait le modèle, etc. C'était un casse-tête pas possible, ça n'avançait pas. La bonne façon de faire, elle l'a trouvée au bout d'un certain nombre d'années, c'est que ces doctorants apprennent l'informatique.
Parce que des doctorants qui connaissent un minimum d'informatique et qui sont capables de coder eux-mêmes leurs modèles, de regarder eux-mêmes leurs résultats, de les modifier, de les customiser, etc., ça marche vachement mieux. Donc ça, c'est un point de vue que j'ai développé encore plus en discutant avec des gens de plein de domaines différents. La collaboration avec des informaticiens, ça a ses limites. La meilleure façon de faire, c'est que les gens de différentes disciplines, les chercheurs de différentes disciplines, s'approprient ces nouvelles techniques. Alors en plus, c'est quand même plus facile parce que les outils informatiques en 2019 sont vachement plus faciles à utiliser que ceux du siècle dernier. Donc c'est devenu plus possible, c'est plus facile. Ça veut dire aussi que vos étudiants doivent être formés. Alors avec un peu de chance, maintenant, ils vont commencer à être formés au lycée, au collège, grâce aux réformes de Blanquer et avant. Oui, mais il faudra quand même, après, les confronter à des vrais problèmes informatiques, continuer à les former, etc. Mais c'est à eux de résoudre leurs problèmes. Alors, est-ce que je botte en touche en disant, c'est-à-dire que les informaticiens se foutent des problèmes des autres scientifiques? Pas du tout. C'est-à-dire que si vous venez me voir avec un problème de recherche, quelque chose que les outils ne savent pas résoudre, ben on va les résoudre ensemble, et ça, je trouve ça passionnant. Mais gérer votre base de données, faire tourner un modèle standard, c'est pas notre boulot. Nos chercheurs, il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils soient aussi qualifiés, il faut que, etc., etc. Donc voilà, c'est pas juste égoïste. Je pense aussi que ça fonctionne beaucoup mieux dans les laboratoires de recherche quand les gens sont formés. Et alors, je vais finir peut-être quand même par un truc, c'est, vous m'avez pas attendu pour savoir ça. Il y a plein de labos où on voit des chercheurs de biologie, de physique. Mon fils est chercheur en physique, il a passé sa thèse à programmer, il programme plus que moi. Donc c'est normal et c'est bien. Et donc le dernier point, ce sera donc faites très attention dans les programmes que vous donnez, les programmes d'études que vous donnez à vos étudiants, de laisser suffisamment de place pour qu'ils acquièrent toutes les compétences en informatique dont ils auront besoin dans leur recherche quotidienne. J'ai encore une minute ou pas? 30 secondes. 30 secondes. J'ai beaucoup insisté sur le côté positif, notamment cette pensée algorithmique. Oui, l'informatique est quelque chose de considérable qui transforme vos sciences. Attention à ne pas confondre ça à solutionnisme algorithmique. Hein, c'est un outil, c'est une méthode, ça vous permet de faire des choses, mais ça ne résoudra pas les problèmes à votre place. Hein. Moi, j'ai vu des gens dire il suffit de mettre plein de données dans un coin, d'allumer l'ordinateur, d'aller prendre un café, puis et puis il va y avoir de l'analyse de données, puis le résultat va sortir. Ça, c'est pas de la science, c'est du vaudou. Donc voilà, on se méfie de ça aussi. Merci. D'accord, merci. Là, on a vu les aspects un peu, enfin voilà, le positionnement numérique informatique par rapport à ça. Evelyne, toi qui étais dans le groupe de travail, on a vu, alors ça n'a peut-être pas transparu parce qu'il y a un bon travail de synthèse, mais on a eu à un moment donné, on s'est posé des questions sur les pratiques elles-mêmes dans le travail du groupe de prospective. On a vu qu'il pouvait y avoir des difficultés ou des facilités justement à identifier quelles pratiques allaient être impactées, voilà, sur ce travail, sur les pratiques sensu stricto. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, je pense que le fait que notre groupe était constitué principalement d'acteurs académiques et donc de praticiens de la recherche, c'était une grande facilité effectivement parce qu'on partageait une même culture et donc on n'a pas eu de problème pour commencer à travailler assez rapidement. Par contre, cette consanguinité, je pense, a aussi fortement influencé la manière dont on a construit la prospective. Et donc abouti au scénario, et donc je vais essayer de vous donner un certain nombre de biais qui me semblent être liés à la composition finalement du groupe de travail. Le premier biais, c'est que des professionnels expérimentés peuvent avoir une certaine difficulté à adopter une approche réflexive par rapport à leurs pratiques. En particulier, nous, chercheurs académiques, avons depuis une quarantaine d'années maintenant intériorisé le fait que notre système de recherche et d'innovation se caractérise par une alliance entre l'État, les grandes entreprises privées et la recherche publique, au point de considérer que toute entrée d'autres acteurs, et c'est le cas par le biais du numérique aujourd'hui, en particulier notamment ceux de la société civile, dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, pourraient remettre en cause l'indépendance du chercheur. Et donc, du fait de la facilitation de cette entrée par le biais du numérique, on peut déjà se trouver
une explication à ce que je disais tout à l'heure. Le deuxième biais porte sur la relation des membres du groupe de travail en tant qu'utilisateurs. Alors là, il y avait quelques collègues un peu plus jeunes que nous, mais bon, de manière générale, les experts sont forcément des seniors. Et si nous avons été les premiers usagers d'Internet, parfois même contribué à sa conception, au moins en tant qu'utilisateur, aujourd'hui, on a beaucoup plus de difficultés à s'approprier les usages des réseaux sociaux et des plateformes de manière générale. Et donc, à en peser les bénéfices et les risques pour l'organisation de la recherche. On avait, parmi les focus group, il devait y avoir des étudiants d'Agrignum, et donc intégrés dans la démarche de la prospective. Et donc on peut effectivement considérer que l'absence d'acteurs des générations post-Internet, on va dire, donc les fameuses générations Y et Z, a certainement eu un effet sur les résultats de la prospective. Le troisième biais touche au fondement même du métier de chercheur. Les technologies numériques, on l'a déjà dit ce matin beaucoup, accélèrent et facilitent la production et la circulation des connaissances en dehors de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc elles affectent le chercheur, non seulement dans ses pratiques même, mais jusque dans son identité professionnelle. On n'est plus des savants isolés et voire même protégés dans notre laboratoire, qui sont membres de communautés de pairs et qui produisent des connaissances scientifiques. On est aussi intégrés, volontairement ou non d'ailleurs, dans des réseaux divers qui sont des réseaux de production de connaissances. Alors quand ce sont des réseaux professionnels, tout va bien, je dirais. Ça facilite plutôt les interactions entre pairs, on l'a aussi dit ce matin. Par contre, quand les réseaux sont ouverts, que ce soit les données, les informations, mais même la connaissance, circulent à l'intérieur de ces réseaux. Et le chercheur, à ce moment-là, est confronté au fait qu'il est à la fois questionné dans ses pratiques, remis en cause même parfois, et il doit être aussi se présenter comme le garant de ce qu'est une démarche de recherche. Donc je pense que ces trois biais ont probablement contribué au fait que, Marc l'avait dit ce matin, je crois, le groupe de travail, on a un peu adopté une approche, je dirais, plus tactique, pour ne pas dire défensive, vis-à-vis de la transition numérique que plutôt stratégique. D'accord. Merci. Alors, je profite du dernier point qui était sur un peu l'ouverture, un peu le changement de positionnement du chercheur, pour rebondir sur Marin Dacos, donc son investissement sur les sciences ouvertes. Quand on regarde un peu les différents scénarios, on voit que a priori la science ouverte est renforcée dans les scénarios 2 à 3, donc 2 c'est un peu grands enjeux transnationaux, le 3 c'est sur la territorialisation. Il est questionné dans le 4 vers si on a une frugalité numérique, et il est très questionné dans le 1 sur une plateformisation par les grands acteurs du numérique. Et donc en quoi ces résultats sont en phase avec le développement d'une science plus ouverte dans toutes ses acceptions du terme, tel que vous pouvez le voir de par votre expérience? Alors, quand on a fait valider en interministériel le plan national pour la science ouverte, ou plutôt quelques-unes de ses mesures phares, tous les ministères s'y sont ralliés, y compris le ministère de la Défense, y compris le ministère de la Culture, qui étaient les deux ministères dont je craignais que, pour des raisons assez différentes, l'un l'habitude, la culture du secret défense, l'autre la culture du droit d'auteur et plus précisément du droit d'éditeur, même si je n'ai pas le temps d'expliquer ce que j'entends par là. Je craignais qu'ils s'y opposent, ils sont tous les deux prononcés favorablement. Il n'y a qu'un ministère qui a émis des réserves, c'est Bercy, parce que c'était le département de l'intelligence économique qui était représenté et qui a dit que c'était une ouverture aux GAFAM et surtout à la Chine. China plus GAFAM, ça fait beaucoup. Et donc, vous êtes naïf, jeune homme, et vous allez échouer, vous donnez tout à nos ennemis, à nos concurrents, etc. Et c'est ce qu'on a cité tout à l'heure pour Google Books, et je vais du coup utiliser cet exemple, puisque Google Books, c'est un exemple intéressant, parce que il montre qu'en fait, on peut ne pas être exproprié de nos données. Parce que la question, ce n'est pas tellement de donner des données à des acteurs, mais d'en être exproprié, c'est-à-dire d'en donner à la cession exclusive.
En général, les lois qui ont été votées ces dernières années empêchent la cession exclusive. Et quand les bibliothèques américaines ont été démarchées par Google, elles ont construit un consortium qui s'appelle Antitrust, qui a dit « Ok, vous pourrez numériser, faire votre exploitation, vous allez dépenser quelques centaines de millions de dollars pour le faire, faites-le. Mais moi, si je renumérise, j'aurai le droit, et ça n'a pas bougé, y compris en France, etc. Donc, on n'a pas été exproprié en aucun cas. Et 2, on va créer un projet qui s'appelle Antitrust, dans lequel on va mettre une copie de tout ce que vous aurez numérisé de nos propres données. On va en garder une copie à titre gratuit, et on en fera ce qu'on voudra. » Et donc, les acteurs se sont positionnés en disant pas oui, non, et en disant il y a un gradient, et en s'adaptant. Donc, le problème qu'on a eu beaucoup en France, et en particulier dans le secteur d'édition, c'est d'avoir dit on va regarder passer les trains, on verra qui va le gagner. Et quand le train est arrivé en quai, nous on était sur le quai numéro 9 au départ, mais ils sont déjà arrivés, c'est trop tard. Et donc en fait, c'est pas dire c'est dangereux, pas dangereux, plutôt que de dire on va essayer de monter dans le train, le colorier, voir l'orienter, être dedans et faire des choix au quotidien sur tous les choix que nous devons faire. C'est pas décider pour toute la vie, tout le plan national pour la science verte, la loi d'octobre 2016, etc. Tout ça ne fixe pas les choses définitivement. Donc, une des façons dont le plan se positionne face à ce risque, c'est de dire qu'il faut développer ce qu'on a appelé la bibliodiversité. C'est-à-dire que la seule façon d'avoir un système équilibré dans lequel on ne va pas détruire les 5 géants de l'édition scientifique, mais dans lesquels on pense que le fait qu'ils soient seulement 5 et qu'ils possèdent une très grande majorité du chiffre d'affaires et des revues pose problème, on va essayer du coup de compenser, d'équilibrer en développant les petits et moyens acteurs. Donc en investissant de l'argent dans ce développement, voilà. Pas en cherchant à détruire les grands, mais en cherchant à créer un écosystème dans lequel il y a des alternatives aux grands, de taille critique suffisante, conforme à l'état de l'art, etc., à des niveaux de professionnalisme élevés. Et puis le dernier point, parce que sinon je crois que j'aurais grillé mes 3 minutes, je suis juste à mon premier paragraphe, alors j'avais d'autres trucs, mais c'est que on dispose quand même, oui alors d'abord, on a l'histoire derrière nous, c'est-à-dire qu'on a un peu d'expérience. Et l'expérience qu'on a, c'est 50 années d'incurie au titre de la propriété intellectuelle de notre communauté face aux 5 géants de l'édition, à qui on a cédé les uns après les autres, titre après titre, la propriété intellectuelle sur les titres. Si on avait eu un petit cours de sciences ouvertes en M2, on aurait su qu'on pouvait céder pendant 3 ans ou 5 ans une prestation ancillaire de réalisation de revues qui est effectivement pas le cœur de notre activité, donc on peut externaliser, sans céder la propriété intellectuelle du titre. Ça va compliquer. Ouais. Et si on avait fait ça, à tout moment, on aurait pu reprendre nos billes et les rediriger. Il y a peu d'acteurs. Je pense que l'INRA est un des rares qui l'a fait, c'est-à-dire qui a gardé le titre et qui l'a fait exploiter pendant des années par tel ou tel acteur, mais vous voyez bien qu'on est dans un équilibre des forces beaucoup plus pondéré. Et du coup, la question, c'est pour les données de la recherche, est-ce qu'on sera aussi naïf ? Alors là, on peut le penser, puisqu'il y a la loi qui dit que toutes les données administratives doivent être ouvertes par défaut. Donc, et je vous annonce que tout ce que vous produisez en tant que chercheur sont des données administratives, donc ça doit être trouvé par défaut. Et le plan IA a rajouté une couche, Emmanuel Macron l'a annoncé, et le plan national pour la science verte encore une. Cela dit, on dispose d'un levier majeur qui est la propriété intellectuelle. Nous avons une exception sur les articles, sur les productions d'articles de livres, qui fait que nous sommes, en tant que chercheurs titulaires du droit, exceptionnellement en tant que fonctionnaires, parce que tous les fonctionnaires ne possèdent pas ce qu'ils produisent dans le cadre de leur travail, sauf les chercheurs pour les papiers et les livres. Et ils les ont naïvement cédés, comme vous le constatez. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait fait une très bonne affaire en le faisant. On l'a fait pour d'autres raisons que des raisons économiques. On l'a fait pour des raisons de liberté académique qui sont légitimes. Mais pour les données, il n'y a pas d'exception. Donc, ce sera ma conclusion, c'est que il n'y a pas d'exception, donc c'est l'employeur ou le financeur qui possède les données et pas le chercheur. Et donc si on a des données dans Mendeley Data, et qu'on a des données Mendeley Data étant la plateforme de données de Mendeley qui appartient maintenant à Elsevier, si vous avez cédé à Mendeley Data une exclusivité de propriété intellectuelle, en fait c'est illégal, parce que vous n'avez pas demandé l'autorisation de l'employeur qui est le propriétaire. Et donc on peut récupérer ces données parce qu'on ne les a jamais cédées, parce qu'on ne peut pas céder quelque chose qu'on ne possède pas. Et donc, on doit se doter de politiques dans chaque établissement. Donc, on vous invite, à mesure numéro 8 du plan national, à vous doter d'une politique de sciences vertes
Et mesure numéro 5 du plan national, à vous doter d'un Chief Data Officer, un administrateur des données, qui met en place une politique. Parce qu'évidemment, le chercheur, il est dans la même situation que dans les années 80 quand il a cédé son titre à Elsevier, il n'y connaît rien et puis c'est pas son sujet. Donc il faut qu'il y ait des gens qui écoutent son problème et qui lui donnent la bonne conduite, la bonne ligne de conduite à suivre. Voilà. Je termine en disant que du coup, c'est le droit qui est notre levier. Et le droit, l'Union européenne, c'est pas que la nation, c'est l'Europe. Le RGPD a quand même tapé fort dans ce secteur et a quand même défini des règles et des limites qui sont en train d'être acceptées par les grandes plateformes. Ils n'ont pas le choix. Et donc, en fait, on détient encore de leviers. Ça nécessite cependant une énorme coordination interétatique, puisque pour faire s'entendre les 27 pays de l'Union européenne, c'est compliqué. Mais le RGPD montre quand même qu'il est possible d'avancer sur la protection ici des données personnelles, mais ça peut être sur d'autres secteurs sur lesquels on identifierait qu'il y a des enjeux de souveraineté, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà, j'aurais d'autres trucs à dire, mais sur les autres scénarios. Merci. Alors, pour conclure ce premier round, Christine Cherbu, là on a vu des points malgré tout assez génériques. On a vu sur les données avec Serge, un peu sur les pratiques, l'organisation avec Evelyne, et puis là on a vu sur un politique publique, droit, enfin voilà, voire géopolitique un peu. Mais tout ça reste, je pense qu'on aurait fait, l'INRAP aurait fait une prospective, on aurait pu avoir la même table ronde. Et donc qu'est-ce que vous pouvez voir comme dans les enjeux qui seraient spécifiques à notre propre domaine d'investigation? Bon, alors, comme ça a été quand même bien à la fois montré par la prospective et puis redit ici, c'est que en fait, réellement, tous les domaines scientifiques sont touchés de façon assez partagée et qu'il n'y a pas vraiment des spécificités très particulières. C'est sans doute un pléonasme, ce que je viens de dire, pour les domaines de recherche et d'enseignement, agriculture, alimentation, environnement, santé animale. Néanmoins, quand on creuse un tout petit peu, et nous, par exemple, on a commencé de creuser par grands domaines disciplinaires. Par exemple, tu l'as dit, on a fait une prospective sur les approches prédictives en biologie, en écologie. Le département santé animale s'est posé des questions sur les données, l'intelligence artificielle en santé animale, etc. Quand on commence de creuser, on voit sortir quand même des choses qui sont sans doute un peu spécifiques, à la fois dans le type de méthode et l'apport que peuvent avoir les méthodes d'intelligence artificielle, les méthodes de modélisation et de simulation, également dans la diversité disciplinaire, la grande hétérogénéité de masse, de débit, d'origine. Tout ne vient pas de la recherche des données. Donc ça, je dirais que c'est un premier paquet de choses un peu spécifiques. Et puis il y a peut-être 3 points sur lesquels je vais un peu insister, parce que je pense qu'effectivement, ils nous ramènent au domaine de recherche et d'enseignement qui vous ont occupé et qui nous occupent quotidiennement. D'abord, c'est que cette transition numérique, elle agit évidemment pas seulement pour la recherche et l'enseignement, mais elle agit à très grande vitesse sur les systèmes que nous-mêmes nous étudions. Et elle les transforme assez profondément, pour la plupart. Et ça représente un vrai défi pour nos organismes de recherche et pour nos établissements d'enseignement supérieur. Parce qu'il faut qu'on reste quand même avec un pas d'avance sur ces transformations qui vont très très vite. Et il faut qu'on soit capable un peu d'anticiper. Alors, d'où les prospectives, ça ne suffit pas évidemment, mais vous voyez bien qu'il y a aussi un décalage avec le pas de temps de la recherche et la vitesse avec laquelle les transformations sont en train de se faire. Donc je pense que ça, c'est peut-être pas complètement spécifique, mais voilà, l'agriculture, l'alimentation, enfin quelqu'un a parlé des food tech tout à l'heure, l'environnement, enfin tous ces domaines-là sont vraiment se transforment très très rapidement. Et donc forcément, ça nous pose des questions nouvelles, c'est intéressant, mais il faut qu'on soit en capacité de pouvoir y répondre. Le deuxième point, c'est que ces innovations technologiques font que finalement les exploitations agricoles, les usines, les chaînes de transformation des produits agricoles, les foyers eux-mêmes, les ménages, sont des beaucoup plus gros et sont des plus gros producteurs de données que ne pourra jamais l'être un institut de recherche, aussi bien doté soit-il en infrastructures d'expérimentation, d'observation, etc. Donc, dans un contexte de contraintes, j'apprends rien à personne, sur les moyens humains et les équipements, on pourrait très bien penser
qu'il vaut mieux arrêter de produire des données et qu'il faut se concentrer sur leur analyse, sur leur traitement, sur leur analyse, et que la valeur, elle est là. Personnellement, ce n'est pas tout à fait ce que je pense. Je pense qu'on doit continuer à défendre le fait de continuer à expérimenter, à observer. Mais clairement, nous devons nous poser la question de la valeur des données que nous produirons nous-mêmes. Et je peux vous dire qu'en Europe, on a des homologues qui sont vraiment en train de se poser la question d'arrêter de produire eux-mêmes les données et de ne faire qu'utiliser les données produites par d'autres. Donc on a vraiment quelque chose d'un peu particulier. Et puis je dirais que la transition numérique, c'est mon troisième point. Ça, vous l'avez tous dit, puis la prospective le montre très bien. Marin vient de le redire. Ça change fondamentalement la construction de la connaissance et sa diffusion, sa circulation. Et donc, pour revenir encore une fois égoïstement dans les secteurs alimentation, agriculture, environnement, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, dans le secteur de l'alimentation, on voit bien que ce changement de la construction de la connaissance et de sa circulation, ça peut avoir des avantages, mais ça a aussi des limites. On voit bien qu'on est dans un contexte de méfiance généralisée par rapport à ce qui est dans notre assiette. Et donc, du coup, nous, qui produisons la connaissance, on doit sans doute se poser des questions de comment, non seulement on doit la produire, mais comment est-ce qu'on partage cette connaissance pour qu'effectivement, chaque mangeur ne se trouve pas... en train de se dire et d'analyser chaque fois qu'il est en train de manger, est-ce que je ne suis pas en train de me faire du mal, de faire du mal à l'environnement, de faire du mal à l'agriculteur qui a produit. Donc franchement, le partage de la connaissance dans ce domaine-là, typiquement, je pense que ça passe aussi par de la formation, etc. C'est une vraie question fondamentale. En agriculture, dans les systèmes, on voit que la diffusion, l'appropriation des innovations, ça peut être quand même assez lent, alors que les besoins de changement, ils sont urgents. Et donc, je pense là aussi qu'on a des questions à se poser pour accélérer, et là, pour le coup, c'est plutôt une opportunité, pour accélérer la mise en place de nouvelles pratiques de conception et de transfert des innovations. Et là, je pense qu'on a des opportunités. Et puis, ensuite, l'environnement, alors là, je pense qu'on est tous au cœur de ça. La prise de conscience des transformations de la planète et des limites de la planète, elle s'élargit beaucoup, et ça ne peut que renforcer le développement d'une recherche, à mon avis, de plus en plus participative. Donc c'était pour donner un peu des éclairages de ce qui peut être un peu spécifique pour nous. Voilà. D'accord, merci. Donc maintenant je me retourne vers vous, puis vers le streaming. Si vous avez des questions, plutôt des remarques à nous poser sur cette première partie, c'est vraiment de compréhension ou sur ces enjeux pour la recherche de cette prospective sur les différents scénarios. Ah, pardon. Jean-François. J'ai une remarque sur les données. Implicitement, on suppose que les données se créent toutes seules. C'est peut-être le cas pour les réseaux sociaux. Et donc les sociologues vont utiliser ça. C'est déjà tout fait. Néanmoins, quand on fait de la science, en physique, en biologie, par exemple, les physiciens nucléaires, pour produire leurs données, ils ont dû produire une énorme machine, le LHC. Les astronomes, pareil, ils doivent créer des outils spécialisés. De même, en biologie, il faut faire un plan d'expérience, il faut extraire l'ADN, il faut ensuite traiter ces données-là. Donc, je trouve curieuse cette idée de ne pas produire nous-mêmes les données. On a besoin de produire les données pour répondre aux questions qui nous intéressent. C'était à toi, Christine. Comment ? Oui, c'est à vous, oui. Non, mais je pense qu'il y a un vrai débat. Ce dont vous parlez, c'est les données d'expérimentation, issues d'une expérimentation. Mais des expérimentations, à partir du moment où ça va être, où tout le monde en fait. L'agriculteur, il en fait tous les jours, Quand vous dites en biologie, on doit faire une expérimentation, aujourd'hui, on a les données de pression artérielle, de glycémie, etc. Enfin, on a des multitudes de données sur tout le monde. Et est-ce qu'il faut faire des expérimentations ou simplement en travaillant ces données massivement, on n'arrive pas, et en les analysant effectivement intelligemment,
on a besoin de refaire des expérimentations. Est-ce qu'on n'a pas déjà, en fait, sans refaire d'expérimentation, des débuts de pistes et de réponses? Alors, personnellement, je crois, sincèrement, ne me faites pas dire ce que je ne sais pas dire, qu'on doit continuer, parce que je ne pense pas qu'on ne peut s'appuyer que sur de l'analyse de données massives. Je pense qu'on doit continuer, évidemment, à faire de l'expérimentation, de l'observation, à produire nous-mêmes également des données qui sont dans un contexte particulier, etc., à des limites. Mais je pense que réellement, il faut qu'on se pose la question de la valeur qu'auront les données que nous produirons par rapport à celles qu'on peut maintenant, qui sont produites par d'autres, aussi des expérimentateurs et des observateurs, et qui sont aussi disponibles très massivement un peu partout. Enfin, c'est le futur. Donc réellement, je pense qu'on a une vraie question à se poser sur la valeur des données qu'on va produire. Marin. Je rebondis d'abord dans le mouvement de la science verte, il y a l'idée que la réutilisation des données présente un gros potentiel et que ce n'est pas valorisé, c'est-à-dire que finalement, quand on dépose des projets de recherche, il y a une grosse partie qui est sur la collecte de la création de nouvelles données, sans s'être posé la question de est-ce que par hasard des données similaires répondant à la même question n'ont pas déjà été construites. Et j'entends bien qu'on a très souvent besoin de définir le protocole et que c'est une nouvelle question et donc un nouveau protocole et de nouvelles données, mais quand même la réutilisation c'est un sujet. Deuxièmement, il y a une représentation à mon avis, beaucoup trop journalistique des données comme gasoil, comme pétrole, pardon. Comme s'il y avait une mine d'or et qu'elle était posée, il suffisait de se pencher. Alors, j'ai rencontré, puisqu'on est en train de créer la fonction d'administrateur des données au ministère, donc j'ai rencontré un certain nombre d'administrateurs de données dans un certain nombre d'endroits, et notamment l'administratrice des données du Bon Coin. Le Bon Coin, ils sont 1000 personnes, et il y a 100 personnes qui s'occupent des données. Et à mon avis, on va s'acheminer vers ces prorata dans nos équipes à terme. Et donc, en fait, les données, on se dit, bah ouais, en fait, sur le Bon Coin, il y a 3 infos, et puis ça, bah non, en fait, c'est une mine de données qui est tout le temps travaillée, optimisée, améliorée, retravaillée, etc. Et puis, le dernier point que je voulais dire, c'était pour réagir à ce qu'a dit Serge sur le positivisme. Il ne l'a pas formulé comme ça, mais je le formule comme ça en tant qu'ancien historien, c'est que... Le solutionnisme, mais moi je l'appelle le positivisme. Il y a un papier qui est sorti récemment dans la presse allemande sur les qualités de données médicales, qui fait un peu peur, il faut dire ce qui est quand même, avec 87% d'erreurs dans la définition des maladies, uniquement pour des raisons très simples. C'est que les référentiels qui sont utilisés donnent lieu à ces dispositifs sociotechniques, comme toujours pour les données qui ne sont pas construites par la science, mais qui sont collectées pour des fins non scientifiques et qui sont détournées à des fins scientifiques. On n'est pas remboursé de la même façon, l'hôpital n'est pas payé de la même façon s'il qualifie la donnée ou le traitement, la maladie ou le traitement de A ou B. Et donc il ne dit pas A parce que c'est A, il dit B parce que c'est plus cher et ça lui rapporte plus. Et donc ça ne fait pas des toutes petites torsions, ça fait d'énormes torsions. Et donc là, moi, quand j'entends cette idée qu'on va pouvoir faire de très 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 loin de la création de connaissances avec de l'IA qu'on va jeter, un peu comme tu l'as dit, ça me tétanise, ça m'angoisse, et je pense qu'on va créer toute une sorcellerie de la donnée. Et donc je pense qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu attention à cette dimension-là, parce que quand on a eu cette discussion dans un bureau très élevé, dans un étage d'un établissement prestigieux, il y a quelqu'un qui a quand même dit « Oh oui, il y a des erreurs ». Mais on va les redresser avec la quantité de données. Non, on va augmenter l'erreur. On aura 87% d'erreurs fois 1000. Et donc, ça sera toujours 87% d'erreurs. Vous ne vous redresserez rien du tout. Ou bien, il faut faire des grosses études sur le redressement lui-même et pas faire confiance à une IA aveugle qui va vous donner un résultat aléatoire. Donc, voilà. Puisqu'on a tendance à beaucoup parler de données, on finit toujours à un moment par atteindre la religion de la donnée. Comme on a eu une religion de la science verte, il est temps de passer à l'étape d'après. D'accord, merci. Oui. Oui, bonjour, Christian Germain, Bordeaux Sciences Agro. Moi, dans mon activité de recherche, il y a quelques années, j'écrivais des très gros algorithmes, ce que j'appliquais à peu de données pour essayer de trouver des jolies solutions. Aujourd'hui, j'écris des petits algorithmes, enfin, en tout cas, ce n'est pas des petits, mais enfin, je passe pas beaucoup de temps à écrire des algorithmes, mais je les applique à énormément de données. Tellement de données que je suis plus capable de les générer moi-même. Et au final, par rapport à ce que vous avez dit, aujourd'hui, moi, je suis dans une situation où finalement, j'ai besoin de participer à la production de données, à la collecte de données, mais avec des partenaires.
Et ces partenaires, c'est des partenaires extérieurs, ça peut être des coopératives agricoles, ça peut être des entreprises agricoles, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur toute cette problématique autour de la donnée ouverte, etc., elle passe à travers finalement le filtre d'un comportement partenarial. Et donc, il y a effectivement les droits, les usages, les prérogatives de nos établissements publics, mais aussi de partenaires privés qui participent à cette collecte-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on passait déjà des mois, voire parfois des années à aboutir à des accords de consortium compliqués dans le cadre de la recherche partenariale, si on rajoute effectivement ces problématiques de données ouvertes, etc., je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est facile de répondre, je comprends que c'est à moi que la question est adressée. En fait, c'est la loi de 2016, moi je n'étais pas au ministère quand elle a été publiée, mais dit que les données administratives doivent être ouvertes par défaut quand elles ont été produites dans le cadre d'une mission de service public. Mais à chaque fois et si tous les autres ministères ont dit oui au plan national pour la science verte, c'est parce que le cas que vous avez décrit, il est en dehors. Enfin, vous avez une marge de manœuvre parce que du coup, vous ne travaillez pas que dans le cadre d'une mission de service public. Et évidemment, si vous travaillez avec une coopérative ou avec Thomson ou avec Total, peu importe, eh bien, l'industriel ou l'association de malades ou je ne sais pas quoi, tous les gens avec qui vous travaillez, ils ont leur mot à dire, hein, bien entendu. Et là, vous faites un accord de consortium. Nous, ce qu'on dit, vous convenez de ce que vous allez faire, vous en convenez entre vous. Et juste ce qu'on dit du coup, c'est qu'il faut que ce soit clair en amont plutôt qu'en aval. Quand les questions se posent 20 ans plus tard, on n'arrive pas à les extirper. Voilà. On préfère que vous disiez, on se sera tout fermé et on a une raison, la voici. Et ça souffre, dans la loi, il y a plein d'exceptions qui sont listées, et notamment les questions industrielles. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est beaucoup de cas qui se posent, où 20 ans plus tard, un consortium est obligé d'ouvrir des données, et il n'est pas capable de les ouvrir parce qu'il ne sait pas à qui elles appartiennent, parce que ça a été l'objet de tout un tas d'un historique invraisemblable. Et on a perdu plusieurs dizaines de millions d'euros à cause de ça, dans un accord franco-européo-américain, où il était obligatoire d'ouvrir le code source. Et le consortium européen ne savait pas qui avait produit, enfin, n'arrivait pas à décortiquer qui avait produit chaque bout du code source. Voilà, c'est un peu dommage. Parce qu'ils n'ont même pas pu décider s'ils ouvraient ou s'ils fermaient, et ils n'ont pu rien faire, quoi. Donc c'est ça, la question, c'est d'être plus clair. Et pas d'être dogmatique sur l'ouverture, tout doit être ouvert tout le temps, à tout moment, etc. Et du coup, sur la frugalité, pour moi, la seule réponse qu'on peut donner, c'est la réponse qu'essaie de donner le plan national, c'est que du coup, c'est au comité scientifique de dire ce qu'on va garder, pas garder. Et évidemment, même aujourd'hui, on ne va pas tout garder, toutes les vidéos des gens qui travaillent sur les érosions, sur les objets métalliques. Ils en font des milliers d'heures. Bon, c'est à eux de définir que finalement, garder 10 minutes, ça suffira bien. Et ça, les scientifiques peuvent le faire. Voilà. Et donc, ils ne verront que les 10 minutes. Et tout le reste, on va le jeter. Donc ça, il faut quand même que les comités scientifiques gardent une partie du contrôle ou qu'elles le reprennent. Ok, merci. On va passer, en fait, on a déjà subtilement glissé sur la deuxième partie, donc je n'ai même pas besoin de faire de transition. Non, on a vu sur un peu les questions qui vont se poser sur les stratégies à développer, sur producteurs, analystes de données. Ça rejoint un peu aussi les compétences que disaient Serge et Escar Primarin tout à l'heure, sur des compétences en numérique, mais sans oublier des compétences métiers, il faut un peu hybrider tout ça, comment tout ça s'organise, et on voit bien que tout ça, c'est ce qui va décliner un peu les actions stratégiques. Donc du coup, c'est bien, ça rythme sur la deuxième partie. Du coup, je reviens à Serge, à qui je n'ai pas donné beaucoup la parole pour l'instant. Donc c'est pour vous, quel serait un des enjeux à intégrer à nos stratégies scientifiques futures, de votre regard d'Homo numericus, si je puis me permettre? Absolument. Alors, ça tombe pile poil, c'est complètement dans la réponse à votre question et la suite de la réponse de Marin. Il y a un truc auquel on est confronté. Alors, je vais commencer par mon expérience et puis après on viendra sur l'agriculture et la vôtre. Je suis en ce moment, j'ai travaillé dans un truc sur la régulation des plateformes numériques et notamment de Facebook. Et la chose que vous pouvez faire quand vous voulez réguler avec des algorithmes, évaluer avec des algorithmes les contenus haineux, par exemple, ce qui peut ou les trucs dans ce genre-là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un algorithme plus ou moins standard d'intelligence artificielle que vous trouvez sur étagère, et puis vous le faites tourner sur des données. Et donc l'accès aux données est quelque chose qui est indispensable. Or, ces données, qui les possède? Ces données, c'est uniquement les grosses plateformes. C'est-à-dire que Facebook va avoir
quantité gigantesque d'exemples de contenu avec des exemples de décisions qui ont été prises par des modérateurs. Ça, c'est un contenu haineux, ça l'est pas. Ils ont des quantités de règles qui définissent ce que c'est qu'un contenu haineux, etc. Alors, on peut déjà se poser la question, mais ce n'est pas le sujet. Est-ce que c'est vraiment à eux de faire ça? À mon avis, non, mais bon, c'est eux qui le font et c'est eux qui ont les données aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a dit ça, un chercheur qui voudrait travailler là-dedans, il ne peut pas. Il peut pas parce qu'il n'a pas les données. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller voir Facebook en disant « Monsieur Facebook, Marc, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir accès à tes données ?» Et ils vont faire un contrat avec Facebook. Quelle est la liberté de recherche de cette personne? Son contrat dépend de Facebook ou de Twitter, enfin j'ai rien contre Facebook en particulier. Il y a zéro liberté de recherche. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit la personne n'a pas les données, soit il a les données, mais il est un petit peu attaché. Ce qu'on aimerait bien, c'est d'utiliser une notion qui existe à côté de la notion de commun. Alors, je suis un fan total, merci Marin, je suis un fan total de la notion de commun, mais je suis aussi un fan d'une notion qu'on devrait enrichir, qui est la notion de données d'intérêt général. Donc, c'est des données qui sont utiles dans l'entreprise, qui ont été développées par des entreprises, qui ont été développées dans le cadre du privé. Dans ce cadre-là, ces données ont une énorme valeur, ok, mais elles ont des valeurs sociétales au-delà de l'utilisation qu'en est faite par l'entreprise. Parce que pourquoi? Par exemple, je ne sais pas, le site du Monde aimerait bien avoir ces données pour pouvoir faire de la modération aussi, et le site de l'IB, et peut-être votre association. Donc voilà, il y a cette notion de données d'intérêt général qui commence à émerger. C'est pas la même chose que les communs. C'est pas quelque chose que vous pouvez juste mettre sur la place publique en disant c'est des communs, ça appartient à tout le monde. Ce serait très cool, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça résoudrait en partie votre problème parce que vous auriez des données qui seraient d'intérêt général sur lesquelles vous pourrez faire votre recherche. Alors du coup, je me suis dit, bon, alors ça, j'aurais baratiné quelque chose avec Facebook, la sociologie, tout ça, il n'y a pas beaucoup de sociologues dans la salle. Oui, mais les sciences politiques, tout ça, c'est bien. Mais en agriculture, si j'ai bien compris, alors vous êtes probablement me corriger parce que j'ai rien compris, John Deere est en train de récupérer des paquets de données considérables qu'il accumule, avec lesquels ils peuvent faire de la recherche, où ils peuvent tuner leurs algorithmes et tuner leurs décisions, et auxquels les chercheurs n'ont pas accès, sauf à ma connaissance, en faisant un contrat avec John Deere. Donc, est-ce que c'est normal d'un point de vue sociétal? Et puis alors je pense que, j'ai dit John Deere, moi j'ai rien contre John Deere en particulier, il y a plein de cas où il y a des données qui sont collectées des fois avec l'aide et la participation des agriculteurs qui travaillent, et ces données c'est pas à eux, ils ne peuvent pas les fournir à l'INRA, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a une vraie question sur qui a accès aux données. Et pour boucler sur mon point de départ, c'est pas particulier à l'agriculture. On trouve la même chose dans le transport, on trouve la même chose en sociologie, en sciences politiques, etc. On retrouve ça dans beaucoup de domaines. Je pense qu'en agriculture, c'est particulièrement vrai parce que il y a des besoins qui sont particulièrement pressants d'intérêt général. Vous parliez de l'alimentation. Moi, je veux bien, des grandes boîtes alimentaires qui ont des données vachement importantes, elles peuvent servir peut-être à d'autres plus petites boîtes. Je dis ça comme ça, mais je l'ai quand même dit. Mais ça se fait pas. Voilà. Donc ça, c'est une notion sur laquelle, qui est peut-être un problème de stratégie pour la recherche, de faire émerger ces notions d'intérêt général. Et donc, je redonne du boulot à 10 ans à Marin. Justement, ça tombe bien, parce que moi, je voulais lui donner la main. Si j'élargis plus en termes d'enjeux par rapport à cette prospective, sur des points focus et là, en plus en termes de politique publique, c'est-à-dire que ça élargit ce que vient de dire Serge. En termes on a discuté de sciences ouvertes, de souveraineté, d'infrastructures publiques. On avait mentionné dans notre discussion préparatoire le CASD, qui était une autre réponse à ce qu'a dit Serge. Voilà, enfin, quels sont un peu les points focus ou les warnings que vous verriez en termes de politique publique par rapport à ces grands enjeux qu'ont sorti la prospective? La question est beaucoup trop large, mais faut que j'arrive à volontairement. Mais du coup, je vais répondre sur le CASD en fait. D'accord. Et après, je réfléchirai. Donc, simplement pour dire que ce qu'il faut comprendre dans les politiques de sciences ouvertes, c'est qu'elles ne disent pas tout doit être ouvert tout le temps, à tout moment, tout de suite. Elles disent il faut ouvrir le plus possible et donc protéger
autant que nécessaire. Et en particulier, il y a l'exemple du CASD, de Centre d'accès sécurisé aux données, qui est un groupement d'intérêt public, qui est sous l'autorité du comité du secret piloté par l'INSEE, qui stocke des données très sensibles, fiscales, par exemple, individuelles. Et donc, ce sont des données qu'on ne va pas ouvrir. Mais on peut donner, via le CASD, accès à des chercheurs qui en demandent l'autorisation et qui l'obtiennent, comme on peut demander à un procureur de la République à avoir accès à des archives de la justice plutôt que 100 ans après les événements. Et donc c'est de la régulation par l'État, et qui dit les règles et les limites de l'ouverture, et on appelle ça les conditions du partage, d'en faire. On a parlé tout à l'heure de facile à trouver, accessible, interopérable et utilisable. Il y a accessible, ils ont bien mis pas ouvert, ils n'ont pas mis O, ils ont mis A. Accessible, ça veut dire seulement les règles d'accès sont explicites, c'est-à-dire si je veux avoir accès aux données fiscales des Parisiens, voilà la règle. Eh ben, je dois m'adresser au comité du secret pour en obtenir l'autorisation, et il y a une procédure. Et donc, c'est pas ouvert, c'est accessible, on va les partager. Donc, du coup, effectivement, il risque d'y avoir des changements législatifs dans les années qui viennent. Pour ça, il faut, à mon avis, ça passe sur une prise de conscience collective. C'est-à-dire, aucun processus de réappropriation de certains communs autoritaires n'aura lieu si c'est pas compris. Or, ça avance à très grande vitesse, et les exemples que nous a montré Antonio Casilli sont intéressants, parce qu'ils montrent qu'il y a une montée en compétence de la société en général sur les questions de vie privée, mais du coup aussi sur les questions plus lentement, de propriété intellectuelle, etc. Et à partir du moment où ça fera consensus, on pourra agir fermement. Donc pour moi, la stratégie d'action publique majeure, c'est la formation de la compétence, et surtout pas l'externalisation de la compétence. Et je reviens sur ce qui a été dit là, c'est qu'on ne va pas donner aux scientifiques des données ou aux informaticiens le périmètre total de la gestion de tout ça. Il faut que ça imprègne la totalité de la société, sans transformer en spécialiste de données ou en informaticien les chercheurs en un gros. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut qu'on ait en école doctorale ou avant des formations très fortes au numérique. Et je le dis parce que j'ai cru entendre, il n'y a pas de digital native, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des gens qui touchent les boutons et qui font une ergonomie, mais qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe derrière, du tout. Et donc, ne croyez pas que les jeunes générations comprennent plus que les vieilles ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut beaucoup de formation à l'information, au numérique, etc. Beaucoup. Et je suis d'accord avec Serge aussi sur le fait que les humanités numériques, les humanités et sciences qui vont être enseignées au lycée, c'est une belle opportunité. Il faudra voir après comment c'est enseigné. Si c'est en formation à Word, à l'outil ou à la compréhension de l'outil, c'est pas du tout la même chose. Merci. Alors ça aurait été une très bonne transition pour l'autre table ronde, mais il est encore un peu tôt. Mais donc gardez-la en tête. Je voulais revenir, du coup là on était sur des questions très larges. Pardon ? On me coupe la parole. Alors, c'est pas ce que j'avais sur mon téléphone, donc ça doit être un biais numérique. Pour conclure, non, j'aurai une conclusion, mais juste par rapport à cet aspect-là, juste Christine, sur des enjeux sur nos domaines propres. Peut-être, je pense que déjà beaucoup de choses ont été dites. Non. J'ai envie quand même de dire et de redire, quelqu'un l'a dit, mais quand même, attention, on parle beaucoup numérique, approche numérique, et voilà, tout ça fait briller les yeux ou, au contraire, peut inquiéter, parce qu'on a parlé beaucoup d'inquiétude. Je pense que ce qui est important, c'est que ces approches et ces nouveaux outils doivent servir le questionnement scientifique et surtout pas le remplacer. Et il peut y avoir une petite dérive et une petite tentation, que d'ailleurs certains scénarios ont mis en évidence. Donc pour moi, c'est vraiment, je dirais, c'est fondamental et je pense qu'il faut vraiment le répéter. Après, on vient de discuter beaucoup, ce qu'on produit, ce qu'on produit, ce qu'on utilise, comment on le fait, la gouvernance de tout ça, les plateformes, nous-mêmes, comment on s'organise vis-à-vis des grandes plateformes, mais comment on organise nos propres plateformes. On a parlé qu'on pouvait le faire de façon très alternative, qu'on n'était pas obligé de passer par les GAFA, mais c'est aussi ce qu'on essaie de faire d'ailleurs dans l'édition scientifique, dans la valorisation de la connaissance. Évidemment, on a parlé des compétences, des nouveaux métiers.
On a parlé de l'évolution des pratiques de recherche, hein, plus ouvertes, plus interactives, mais je pense que si on fait évoluer nos pratiques, on a vu aussi qu'il fallait le faire en conscience, en intelligence, dans un cadre, mais ça veut dire aussi qu'on va faire évoluer nos critères, nos pratiques et nos critères de validation de la connaissance et d'évaluation aussi de ces connaissances, hein, ou de la recherche. Ça appelle, je pense, clairement un renforcement de la réflexion éthique sur ces enjeux et sur nos pratiques, donc, et à une précision un peu plus spécifique du cadre déontologique, voilà, pour opérer dans ce contexte-là. Et puis, je pense que quand même, on n'a pas beaucoup parlé, mais cette transition numérique, ces nouveaux outils nous incitent quand même à sortir de nos frontières disciplinaires et géographiques. C'est une grande chance. Réellement, je pense que ça, c'est une grande chance. On ne l'a pas beaucoup dit. C'est une grande chance à condition de bien nous organiser pour le faire, pour ne pas être effectivement trop naïf dans la façon dont on le fait. Voilà. D'accord, merci. Alors, juste ma phrase de conclusion, c'était « Voilà, hélas, c'est déjà l'heure ». Donc, en fait, voilà, c'est déjà plus l'heure, vu que je suis en retard. Donc, c'est l'heure de conclure. Donc, pour vous remercier pour ces échanges. Pour la salle, vous voyez, j'étais un peu écourté, donc j'avais prévu une autre séquence d'échanges, mais on est accessible. Hein, c'est un point d'étape sur notre évolution. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour un post prospectif. Je vous remercie et place à la suite.